Partie technique. Donc, nous avons quelques absents. Donc, Mathieu de France est présent physiquement. Lorraine de Lille est en connexion distante, on la voit sur l'écran. Léroux est présente physiquement. Delphine Amour est présente physiquement. Christine Duciel est présente physiquement. Nathalie Legret est présente en distanciel. Florence Benoît est présente en distanciel. Yves Bigot est présent en distanciel en plein milieu de l'écran. Christian Morel est absent et est excusé et a donné pouvoir à Éric Dumaudet. Édouard Faguet est présent en distanciel. Jean-Claude Juppé est présent physiquement. Guillaume Devergy est présent en distanciel. On va nous rejoindre en distanciel, je ne le vois pas pour l'instant. Flavie Fleuriot est absente, excusée, a donné procuration à Émile Roux. Nathalie Desquier est présente physiquement. Elisabeth est en visio. Mélanie Simon est en visio. Jacques Rével-Dinger est là, physiquement. Anne-Cécile Hugo est absente et a donné procuration à Jean-Yves Guyot. Jean-Loup Bataillé est présent en distanciel. Myriam Delaunay est présente en distanciel. Frédéric Courcel est présente en distanciel. Anka est présente physiquement. Laetitia Remoisnet, Jean-Christophe Mélard, Yann Dumaudet, Jean-Yves Guyot, Philippe Schubert et Maxime Gallier sont présents physiquement. Le quorum est ouvert et la table, la séance du conseil est ouverte. Et nous pouvons procéder à l'examen de l'ordre du jour. Je cherche qui est le secrétaire de séance. C'est M. Schubert qui est proposé pour être le secrétaire de séance. Il accepte sans. Donc je vous propose qu'on commence l'examen de l'ordre du jour de ce conseil. Les quatre premières questions qui sont à l'ordre du jour de ce conseil touchent à l'évolution de l'organisation de la restauration, du service de la restauration municipale qui donne lieu à un certain nombre de délibérations relatives à la création et à la modification d'un certain nombre de postes. Je voudrais juste dire en préambule, avant de passer la parole à Maxime Gallier, que ce projet, ces délibérations traduisent en fait un projet et une demande qui émanent de la résidence Bellevue pour améliorer, sécuriser dans la période estivale en particulier, améliorer, enfin aussi renforcer en quelque sorte la fonction de restauration des résidents au sein de la résidence Bellevue. Le conseil d'administration de la résidence Bellevue a, comme dans un certain nombre d'EHPAD d'ailleurs, étudié un certain nombre de scénarios en vue de renforcer la fonction de restauration des résidents à Bellevue, dont chacun sait que c'est une fonction essentielle et importante par ailleurs dans la journée du résident. Le conseil d'administration de la résidence Bellevue a examiné plusieurs scénarios, le maintien en l'état et en régie, donc en régie associative, de la restauration au sein de la résidence, l'externalisation à une entreprise privée de restauration, ou la mutualisation, j'emploie le terme qui n'est juridiquement pas tout à fait juste, mais la mutualisation avec la restauration municipale de la ville. Le conseil d'administration de la résidence Bellevue, après avoir étudié les trois scénarios, a considéré que le statu quo était impossible, que l'externalisation pure et simple était à la fois beaucoup plus onéreuse, d'une part, et d'autre part ne garantissait pas complètement une forme de souplesse et de prise en compte du projet de la résidence autour de la prise en charge globale finalement de la personne âgée dont le repas, auquel le repas participe. Et le conseil d'administration, à l'unanimité, a choisi
la semaine dernière, validé définitivement après des mois et des mois, pour ne pas dire 1 an et demi de réflexion, de confier cette prestation dans une organisation un peu mixte, sur laquelle je pense qu'il va peut-être revenir, au Boréal, c'est-à-dire à la restauration municipale. Et donc l'ensemble des délibérations RH de ce soir ont vocation à, à tirer les conséquences dans les effectifs de la ville du transfert partiel de la restauration, du service de la restauration de la restauration Bellevue à la restauration municipale de Saint-Grégoire. Le tout étant dans des paramètres de coût, d'ailleurs, relativement nuls, c'est-à-dire que la résidence ne perdra pas d'argent mais n'en gagnera pas, ou très peu, et la ville ne perdra pas d'argent non plus. En fait, on a réussi à assurer un équilibre, nonobstant les quelques sujets relatifs aux prestations de services, maintenir un équilibre dans les prestations. Maxime, je te passe la parole. Bonsoir, donc la première délibération est assez généraliste puisque elle présente le contexte précis que Pierre vient d'aborder. La résidence Bellevue est un EHPAD situé sur la commune de Saint-Grégoire qui accueille environ 70 personnes âgées, autonomes ou dépendantes. Parmi la gamme des services offerts aux résidents, la résidence Bellevue assure évidemment un service de restauration. Toutefois, en raison des importantes difficultés rencontrées dans le recrutement de personnel de restauration qualifié, notamment pendant la période estivale, et afin de garantir pleinement l'équilibre alimentaire des repas proposés en suivant les recommandations du groupe Restauration Collective et Nutrition, ainsi que la maîtrise sanitaire des aliments, la ville de Saint-Grégoire et l'État résidents de Bellevue ont décidé que la mairie de Saint-Grégoire reprendrait le service restauration de l'EHPAD, comme le disait à l'instant Pierre, au sein du Boréal. Le projet a vocation à mutualiser les coûts de gestion et de fonctionnement. Le maire de Saint-Grégoire possédant un service de restauration, la mairie de Saint-Grégoire possédant un service de restauration municipale professionnalisé permettant d'intégrer les repas de la résidence Bellevue. Le restaurant municipal de Saint-Grégoire fabriquera et livrera ainsi les repas de la résidence Bellevue, comme nous savons faire d'ailleurs pour les crèches depuis quelques années, dans les conditions prévues par le projet de convention joint à l'annexe. La date de reprise de cette activité de restauration est prévue au 1er mai 2021. Il conviendra, donc, on va le voir dans les délibérations suivantes, effectivement de proposer des contrats de droit public à 3 personnes actuellement en poste à la résidence Bellevue, qui sont elles, pour l'instant, dans le cadre du droit privé. Donc voilà, il s'agit pour nous, dans cette première délibération, d'acter la reprise de l'activité de restauration, de signer la convention relative à la préparation et à la livraison du repas au profit de l'EHPAD résidence Bellevue et à effectuer une proposition de recrutement aux 3 salariés de la résidence Bellevue, en sachant effectivement, Pierre le rappelait, que tout ça est le fruit de longues discussions depuis plusieurs mois, à la fois par Pierre, mais aussi Guillaume Binet, avec un certain nombre d'instances dans la résidence Bellevue, que sont, Pierre le rappelait, le CA, mais aussi le CSE, qui est l'équivalent du comité technique, qui a donné un avis favorable la semaine dernière concernant ces modifications. Et par ailleurs, dans nos instances à nous, côté comité technique mairie, également un certain nombre d'avis favorables. Merci, c'est sûr qu'il a fallu du temps pour bien définir le cadre, tout le monde était OK. Aujourd'hui, c'est vrai d'avoir l'avis des OS positifs d'un côté et des instances de l'autre, plutôt sécurisant sur la mise en œuvre de ce transfert, dans lequel par ailleurs le service de la restauration a beaucoup investi pour miser sur à la fois la qualité de la prestation rendue et sur son adaptabilité, par exemple, pour que les parties des fonctions de restauration restent assurées dans la résidence, et les ateliers de cuisine dans la résidence, une partie des plats restent fabriqués dans la résidence, les gâteaux, les desserts, les entrées spécifiques, pour que ça sente la cuisine aussi, des choses toutes simples de la vie. Voilà. Mais il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait à la fois par les services de la restauration municipale, qui ont été d'ailleurs un peu pilotés par les administrateurs et plus particulièrement par Liliane. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Des réactions? L'écran de contrôle, il faut regarder partout. Ça m'a l'air d'être bon, personne n'est frustré.
S'il n'y a pas de frustration, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Du coup, on va tirer les conséquences maintenant de cet accord unanime. Merci. Exactement. Donc là, on rentre effectivement dans les délibérations plus techniques, et moins contextuelles. La deuxième délit concerne effectivement la création de 3 postes au 1er mai 2021. Je vous ai déjà évoqué, il évoque que quand il y a des créations de postes, des suppressions de postes, il y a un tableau des effectifs pour la collectivité. Il s'agit ici donc de proposer de créer 3 postes permanents au tableau des effectifs à temps complet à compter du 1er mai 2021 dans les conditions suivantes. Un poste de responsable de production et allotissement, référent EHPAD, sur le grade d'agent de maîtrise principale, catégorie C de la filière technique. Un deuxième poste d'agent de production en roulement sur le site de l'EHPAD, sur le grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, toujours en catégorie C de la filière technique. Et enfin, un troisième poste d'agent polyvalent de restauration, en roulement sur le site de l'EHPAD, sur le grade d'adjoint technique catégorie C de la filière technique. Il s'agit de la création dans le tableau des effectifs de ces 3 postes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vois des oppositions. Il faut me remettre l'écran en grand de la distance, s'il vous plaît. Donc, je disais, je ne vois pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. On poursuit du coup. L'autre délibération concerne le régime indemnitaire que nous avons proposé aux agents transférés à partir du 1er mai 2021, puisqu'effectivement ils étaient dans le cadre du droit public et vont rentrer maintenant en tant que contractuels de droit public. Dans le cadre du transfert proposé, ce qui était important de retenir dans les négociations que nous avons eues avec les salariés, c'était effectivement un maintien du salaire. Or, dans le privé, il n'y a pas tout à fait le même fonctionnement que dans le public, puisque dans le privé, la rémunération augmentait au fur et à mesure des années. Alors dans le public aussi, mais différemment. Et il s'agit ici d'adapter notre système, notre régime indemnitaire pour que les salariés puissent bénéficier de la même progression, à la fois en même temps à la mairie que ce que vous avez eu dans le privé. Donc il y a l'IFSE, on a un grand système qui s'appelle le RUSTEC, sur lequel on a beaucoup développé ces dernières années. Il y a l'IFSE, donc qui est une base équivalente à l'ensemble des agents de la collectivité du côté. Donc là, on va être sur le même système pour ces 3 nouveaux agents. Et il est proposé dans le cadre de ce qu'on appelle l'IFSE historique. Chaque année, chez nous, on va augmenter l'historique pour maintenir l'évolution qu'ils auraient eu dans le privé. Donc c'est beaucoup de tableaux après dans la délibération, mais c'est effectivement de proposer à ces salariés, à ces nouveaux agents, d'avoir la même progression qu'ils auraient eu dans le privé, en réadaptant notre régime indemnitaire sur des bases quand même équitables par rapport aux autres agents. Merci Maxime. Est-ce que ça appelle des observations, des questions? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. La dernière délibération concerne donc l'organisation cette fois-ci de la restauration municipale, puisque et donc là hors transfert des 3 agents, puisque suite au départ à la retraite courant de l'année 2019 de 2 agents qui étaient à temps non complet, un agent était à 27 heures et l'autre à 21 heures, affectés donc au service de restauration municipale. Puis à la réorganisation de ce service, il a été constaté une volumétrie qui était donc à 6,37 de TP, qui est équivalent Quentin, et l'idée donc avec le chef de la restauration et compte tenu du contexte du transfert des 3 nouveaux agents, la création des 3 nouveaux postes, il est proposé de repasser donc à 6 en ETP et donc de supprimer les 2 postes à temps non complet pour créer un poste à temps complet. C'était réel par exemple. Parfait, merci. Je pense que c'est clair. La construction est assez claire au bout du bout. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Je vous remercie. Je précise que sur la délibération numéro 1, ça dit le principe de la convention. Vous savez qu'on avait fait
ça, je voulais citer qu'évidemment, les élus membres de l'Assemblée générale de la résidence des bus sont réputés ne pas avoir part au vote. Donc, ici, à Républicain, il faisait le petit mot, donc je dis, je vais aller, Jean-Christophe Félière et moi-même, j'aurais dû le dire en amont du vote. Merci Maxime, je passe la parole à Laetitia pour passer à l'approbation des budgets annexes. Il nous restait ces budgets annexes à approuver, puisqu'on avait déjà approuvé le budget général dans une séance antérieure du conseil municipal. Donc effectivement, vous allez vous présenter les budgets annexes de la commune. Donc le premier budget annexe, c'est le budget de la ZAC du Champ d'Aguet, qui est un budget en voie de disparition normalement, puisqu'on a énormément de dépenses dessus. Pour autant, cette année, on propose d'inscrire 267 000 euros de charges courantes, donc c'est essentiellement des travaux qui restent à réaliser sur la ZAC, la refacturation de personnel, et en recettes, on va retrouver un montant assez de zéro, effectivement, parce qu'il n'y a pas de recette prévue l'année prochaine sur la ZAC. Donc, ce qui permet, ce budget est équilibré, vous savez, par les stocks, puisqu'il y a une écriture de gestion de stock sur l'ensemble des budgets que je vais vous présenter. Donc, on retrouve le stock initial de 2,4 millions, c'est l'encours de production qui reste potentiellement à commercialiser. Du fait qu'on n'inscrit que des dépenses cette année, donc le stock final s'élève à 2 797 000, donc c'est bien l'encours de production qui reste à vendre sur la ZAC du Champ d'Aguet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est sommaire. Le budget se termine. Est-ce que Jacques, vous avez déjà vu ici? Je ne sais pas, j'ai mis à côté de moi. J'ai pas un peu tout ça. Pas de questions, je le vois. Est-ce qu'on peut considérer que ce budget est approuvé? Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y a été voté par chapitre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci de votre confiance à Laetitia. Je ne vois pas le titre, monsieur Bernard. C'est le budget. C'est celui-là? Donc là, c'est le budget annexe centre-ville. Donc là aussi, c'est un budget en gestion de stock. Contrairement à la ZAC du Champ d'Aguet, donc là, on est clairement sur un budget qui est amené à augmenter, notamment sur la partie dépenses et dans quelques années sur la partie recettes. Donc là, sur le chapitre 011, on propose d'inscrire 451 000 euros. Donc il s'agit de provisions à ce stade, des provisions notamment pour le rachat de parcelles, des honoraires d'avocats et des études dont on n'a pas forcément l'objet aujourd'hui, mais l'idée c'est de pouvoir ouvrir les crédits afin que les services puissent derrière mettre en œuvre les travaux sur ce budget. On retrouve aussi de la même manière sur la ZAC du Champ d'Aguet en chapitre 012, c'est un masse salarial, la refacturation des agents de ville qui travaillent pour ce budget. En investissement, on va retrouver le remboursement du capital en dépenses pour 200 000 euros, en ouverture de crédit évidemment, et en recette, on va retrouver l'emprunt d'équilibre de 746 000 euros. Donc là, sur ce budget, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un encours de production en stock initial à 3 057 et ça nous fait monter avec l'ensemble des inscriptions budgétaires présentées ici à 3,6 millions à la fin de l'année. Merci. On est exactement deux budgets symétriquement opposés. Là, en extinction, avec des dépenses résiduelles et puis un solde de clôture pour montrer dans le budget principal à la clôture de la ZAC. L'autre, au contraire, en phase d'amorçage. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de vente, et pour des raisons différentes, finalement. Pendant un an ou deux, sur le budget centre-ville, on va avoir une montée des dépenses, une montée de la valeur des stocks, et puis ensuite, on va commencer à avoir des recettes et donc à déstocker. C'est le système
deux budgets qui vont avoir un cycle de vie totalement différent. Est-ce que ça pose des questions? C'est à peu près clair, au moins sur la plan de la mécanique. S'il n'y a pas de questions, je mets au voix. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions, des abstentions? Merci, on passe au budget centre-ville. Non, pardon, budget 11 journaux, excusez-moi. Alors celui-là, normalement, devrait clôturer l'année prochaine. Ouais, je dis ça tous les ans, c'est vrai, j'ai regardé. Normalement, ça devrait être bon. Donc là aussi, on inscrit des provisions d'honoraires donc c'est pareil, c'est un budget en gestion de stock, puisqu'on avait un stock initial de 324 000 euros, et vous allez voir, normalement, on va avoir un stock à zéro à l'issue de ce budget, de cette exécution 2021. Donc on inscrit en provision en chapitre 011 10 000 euros d'honoraires et 15 000 euros de provision de travaux. Et on a sur celui-là une vente estimée à 450 000 euros qui serait prévue cette année, qui permettrait du coup effectivement de clôturer ce budget, puisqu'on a un stock de 324 000 euros, qui nous amènerait du coup à ne plus avoir de stock et à pouvoir clôturer ce budget, puisqu'il ne restera plus que des parcelles non commercialisables à l'issue de la vente qui est prévue cette année. Tu veux en dire deux mots? Ah oui, donc vraiment totalement, ça fait une idée. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, je le vois, pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Et donc, il y a tout du monde cette fois-ci. Donc c'est un petit peu le même budget, en tout cas dans la tendance que le centre-ville, puisque là aussi c'est un budget en démarrage. Donc là, l'objectif est également d'inscrire les ouvertures de lignes de crédit pour les dépenses, notamment sur les 011, puisqu'on propose d'inscrire 1 150 000, donc qui recouvrirait essentiellement des provisions d'honoraires d'avocats, d'AMO pour la ZAC multisite et des provisions d'achat d'acquisition foncière en ouverture de crédit à ce stade évidemment. Pareil, on retrouve 45 000 euros en chapitre 012, donc il s'agit de la refacturation des agents communaux qui travaillent pour ce budget annexe. Et ensuite, on va retrouver un investissement, une provision de 150 000 euros remboursement d'annuité d'emprunt, si jamais l'ensemble des lignes était consommé en dépenses. Et en face, on retrouverait effectivement une recette d'emprunt d'équilibre pour 1,3 million qui correspond aux dépenses qu'on a inscrites et dépensées cette année, si on les dépense toutes. Merci. Celui-là a un caractère plus prévisionnel encore, parce que c'est évidemment une montée en charge progressive avec tous les aléas de la budgétisation à ce stade-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions de nos voix? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Et le petit dernier dans l'ordre de délibération, le budget lié à la gestion du patrimoine communal commercial. Oui, donc là, c'est un budget pas en gestion de stock, celui-ci, qui fonctionne comme le budget principal. Donc, pour mémoire, c'est dans le budget qu'on enregistre tous les locaux productifs de revenus. Donc, on va y retrouver la salle de spectacle en particulier, mais aussi tous les loyers des commerçants sur la commune. Donc, la commune est propriétaire. Donc en chapitre 011, on va retrouver un montant de 108 000 euros qui correspond notamment aux frais de copropriété, aux taxes foncières pour lesquelles on a assujetti, et une provision de 20 000 euros de travaux si nécessaire. On va retrouver également en 66 les charges d'intérêt
de l'emprunt que nous avons contractualisé il y a 2 ans maintenant, 140 000 €. Et on va retrouver en toujours fonctionnement l'amortissement, notamment de tous les bâtiments qu'on peut avoir sur ce budget, pour 700 000 € d'amortissement sur ce budget. Et en face, là, pour le coup, on va retrouver en 70, donc en recettes, les loyers de la commune. Donc on va retrouver pour à peu près 200 000 € les loyers commerciaux et 500 000 € pour le loyer de la salle en tant que telle, sachant qu'il y aura sans doute une décision modificative liée au centre de vaccination en fonction de ce qu'on va pouvoir refacturer à l'État. Et en face, en dépenses d'investissement, donc on va retrouver des travaux qui nous restent à faire, en particulier sur la salle, mais également sur les zones d'aménagement pour les commerçants, pour les commerces, et le remboursement du capital de la dette pour 350 000 €. Et enfin, ce budget s'équilibre avec un emprunt d'équilibre de 230 000 €. Merci. Pour financer les investissements. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Jean-Christophe Méléa pour adapter la tarification relative au droit de place du marché. Bonjour à tous. Depuis quelques mois maintenant, un groupe de travail a organisé une relecture de la tarification. Est-ce que tu peux approcher ton micro? Voilà, nous avons procédé donc à une relecture des différentes tarifications concernant l'occupation du domaine public. Et ce soir, je vous présente particulièrement celle qui touche le marché hebdomadaire du mercredi à Saint-Grégoire. Nous avons effectivement eu un souci de simplifier le nombre de tarifs, puisqu'il y avait de 8 tarifs différents. Il y avait pour risque d'accompagner en fait une rupture d'égalité. L'occasion de cette relecture des tarifs a été aussi l'occasion de les revaloriser, puisqu'ils n'avaient pas été revus depuis 2009. Il s'ensuit 2 tarifs. Un tarif forfaitaire pour les marchands qu'on appelle occasionnels et non abonnés, à hauteur de 1,20 m du mètre linéaire. Et pour les abonnés, un abonnement trimestriel qui s'élève à 13,80 €. Étant entendu que ces tarifs ont été présentés à la commission de marché de février et qu'ils ont également obtenu un avis favorable de M. Martillot, chargé de mission au syndicat des marchés qui les plaide. Merci Jean-Christophe. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui auraient oublié que les marchés forains sont de la compétence du maire, commune, mais se doivent être gérés en partenariat avec une commission marché qui est représentée par une partie professionnelle présente sur le marché et les représentants des syndicats de commerçants non sédentaires. Voilà. Ils devront avoir leur agrément pour ce type d'évolution. Est-ce que ça suscite d'autres questions? On profite pour remercier Jean-Christophe et Delphine qui ont un travail fourni, tarif après tarif, pour remettre de la cohérence dans les politiques de tarification de la commune. Est-ce que ça suscite des questions? Des observations? Sinon je me vois. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante est une délibération relative à l'imputation de dépenses sur le compte extérieur. Je vais simplement rappeler que dans le cadre de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose un quota de logements sociaux dans les communes, cette loi résulte 2 obligations. La première obligation, c'est de faire progresser le nombre de logements sociaux dans une commune. Le deuxième, c'est que les communes qui seraient
carencés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au niveau requis par la loi, peuvent être pénalisés financièrement, une redevance, pénalité, comme on veut, qui a la vocation à financer la création de logements sociaux. C'est pas un impôt, hein, il s'agit d'une obligation de financer un fonds intercommunal pour financer la création de logements sociaux. Et cette pénalité, un certain nombre de dépenses sont déductibles. Les dépenses qui sont déductibles, elles sont de deux ordres. Selon les ligne générale, elles sont grosso modo de deux ordres. Soit la ligne générale, c'est que toutes les dépenses engagées par une collectivité qui vise à réaliser des opérations d'aménagement dans lesquelles il doit être par les fonds accessibles sociaux sont déductibles de la liste pénalité. Ce qui veut dire concrètement que les réserves foncières que nous avons faites vont en partie permettre de, probablement, mais vont en partie permettre de réaliser du produit avec les logements sociaux dans le cadre des obligations de mixité qui peuvent être nôtres à la fois par la loi SRU, par le SCOT et par le DLH. Schéma de cohérence territoriale du plan local de l'État, pardon. On peut déduire un certain nombre des dépenses déductibles. Pour aller vite, un peu plus que ça, mais pour aller vite, en gros, ce sont les réserves foncières que nous constituons ou les charges d'aménageurs qui sont directement liées à la production de logements et donc de logements sociaux. Parmi ces charges d'aménageurs, nous avons supporté à la charge de la commune l'ensemble des charges liées aux fouilles archéologiques du site du bout du monde. Ce site était repéré comme étant susceptible de présenter un intérêt sur le plan archéologique, et que nous avons d'ailleurs passé par la responsabilité municipale un marché de fouilles archéologiques assez onéreux au demeurant. Voilà. Donc il s'agit dans cette déclaration d'imputer des dépenses sur de reconnaître que les dépenses que nous avons engagées au titre des fouilles archéologiques, ramenées à la production de logements attendus, sont imputables sur le compte SRU, donc faire de location privée. Ça, j'ai été assez clair, cette déclaration est un peu compliquée, peut-être. C'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des observations? Donc je mets au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération, pardon, je voulais préciser, excusez-moi, que la délibération numéro 11 était retirée par du jour, comme avant de la vie, sur le je suis d'accord, c'est parti dans le déroulé de l'ordre du jour. Dans l'excuse, on a dû, pour des raisons de recalage avec la métropole, retirer la délibération numéro 11. On passe donc à la délibération numéro 13. Si j'avais une mention numéro 13 concerne une parcelle en liaison blanche, des consorts Roussel qui vont répondre d'une parcelle de 1680 mètres carrés. Je vais parler d'une déclaration d'intention d'abonnement au profit de Nexity Promotion, avec la commune porte un regard particulier sur les maisons blanches et fait en sorte que le futur développement urbain de maisons blanches se fasse de façon cohérente. Et on considère que pour l'instant, un choix de cession à un opérateur immobilier n'était pas conforme au souhait de la commune de voir mis en place pour le développement de l'urbanisation des maisons blanches. Donc à ce titre, la commune a fait appel à la métropole pour que cette dernière puisse, à la place de la commune, préempter le cas et le mettre dans les réserves foncières métropolitaines afin d'une utilisation future. Et vous avez pu la commune a gardé le droit de préemption urbain, et donc il est nécessaire pour cette parcelle-là d'autoriser la métropole à se substituer à la commune pour préempter le plan de M. et Mme Roussel pour un montant de 548 000 € hors taxe, de 548 000 € hors frais. Je vous rappelle que c'est les 66 qui se situent
3 rue de la Pokemon Division de l'année américaine pour 1680 mètres carrés. La chambre est dans le lieu compris. La proposition initiale était supérieure à celle-là. La commune a fait une proposition par l'intérieur de la métropole à hauteur de prix des domaines plus 9,6%. Pour être très transparent, c'est plus 9,6% parce que c'est ce que la commune fait sur la propriété d'à côté qui était de Blain ou de Confinement. Il était juste de était au prix des domaines plus l'augmentation que le domaine des autoristes en l'occurrence 9,6% des propriétaires après négociation acceptée. Merci d'avoir corrigé en erreur, effectivement, dans des conditions équivalentes à la parcelle voisine. Bien sûr, ce que je voulais. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je me vois. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On poursuit. Il est noté qu'il s'agit d'adopter un périmètre de projet urbain partenarial sur le secteur des bâtiments. Voilà, donc la commune réfléchit et mène une réflexion assez forte sur l'habitation de 3 ou 4 secteurs dans cette partie de la commune, en particulier sur les airs et sur les bains de la Remontée et sur les Balus. Une opération a été proposée par un opérateur sur le secteur des Balus, et comme le PUP, qui est donc le projet de grand partenariat, c'est-à-dire un financement par l'opérateur des infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations, était déjà mis en place sur d'autres secteurs de la commune dans ces environs. Il a été décidé d'élargir ce PUP au secteur des Balus et donc d'intégrer ce secteur des Balus au PUP. C'est une opération conduite par la société West Promotion, qui a une vocation de créer sur la parcelle Y102 un bâtiment tertiaire d'environ 30 mètres carrés de plancher, puis dans un second temps de faire un deuxième bâtiment sur la parcelle juste à côté d'une dimension de près équivalente. Pour ce faire, comment se retrouve on voit la remontette juste après l'entrée du centre Grand Quartier. C'est à la fois une entrée de ville pour Saint-Grégoire, mais aussi une entrée de ville pour Rennes, et il me paraît quand même assez important de traiter de façon entrée de ville le boulevard de la remontette sur cette partie-là, et parallèle, de lui permettre à la fois de le sécuriser aussi, c'est que les remontées qui vont se retrouver très vite, et d'aménager aussi, à faire ce boulevard pour qu'il puisse recevoir à la fois des cheminements doux, des piétons, mais aussi du transport en commun. L'ensemble de ces réflexions a un coût important, puisque c'est un coût qui tourne autour de 815 100 € pour des travaux à la fois de réseau de raccordement aux eaux usées, mais aussi la protection incendie, des créations, comme je le disais, des trottoirs et de sécurisation de voirie, des extensions de raccordement à l'assainissement collectif, et puis des aménagements paysagers. C'est la raison pour laquelle nous avons élargi le secteur du PUP pour que celui-ci puisse être financé en grande partie, c'est-à-dire à 90%, par la société West Promotion, en deux parties. La première concernant le premier bâtiment qui va être construit sur la parcelle AY102 pour un montant de 366 795 €, et la deuxième partie lorsque le deuxième bâtiment sera créé avec un engagement de la société West Promotion, bien évidemment, à prendre en charge la deuxième partie de ces coûts prévisionnels des équipements. La répartition du paiement se fera 30% au lancement de l'étude, c'est-à-dire assez vite, puisque c'est un bâtiment qui permet de construire le bloc déposé d'ici la fin de l'année 2021, 60% au lancement des travaux, et le reste à la réception du bâtiment. Évidemment, je le précise, lorsqu'il y a un PUP
la taxe d'aménagement ne s'applique plus pour les permis de construire, puisque celle-ci est remplacée par un coût qui a pour vocation de financer les infrastructures nécessaires au développement de l'organisation. Merci, je rappelle que l'urbanisation soit la modification de ces secteurs nous a été explicitement demandé par la métropole Lorraine dans vos travaux sur le PLU. Il n'était pour nous pas question que les charges d'aménagement soient supportées par la ville des Saint-Grégoire. Donc ce but extrêmement important qui vise à faire en sorte que l'ensemble des charges d'aménagement se répartissent en fait entre la métropole, pas en 10%, et par le pétitionnaire pour 90% des sites tech. Juste une précision, effectivement, comme le sur le pétitionnaire, on reste à la métropole hormis 9 600 € que l'on a en charge dans le cadre de quelques aménagements paysagers, parce que ça reste de la compétence commune. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, je le vois. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Poursuivre. La dernière délibération consiste en une demande de rectification de délimitation des chemins piétons, en particulier un chemin meublé. Vous savez que la commune, depuis maintenant 2 ans, depuis Philippe, a engagé une procédure de réflexion de ces chemins piétonniers, en particulier rapidement de réflexion, c'était le cas du chemin de l'Église. Dans ce cadre-là, un expert géomètre est intervenu et on s'est aperçu que le bornage entre le domaine municipal et une propriété privée n'était pas totalement défini. Et lorsque le géomètre a borné, les propriétaires ont fait un recours gracieux à une libération qui avait été prise en juin 2020 pour délimiter ce chemin entre la propriété privée et la propriété communale. Donc, en fin 2020 et début 2021, la commune a proposé aux requérants, qui étaient embryos, de procéder à la rectification de la délimitation de ce chemin. Cette modification suppose donc une division de la parcelle. Donc, on parle à la fois une parcelle communale et une parcelle privative aussi. Il est nécessaire de faire des délimitations qui permettent de requalifier le chemin piéton et pour autant de redonner la limite des propriétés privées. Donc, le 12 octobre, la société privée a procédé au projet de décision qui a été accepté par les deux parties. Il s'agit donc maintenant de définir l'acte de requalification et de préciser que les frais de notaire découlant sont à la charge des impôts embryons. Merci. Des questions sur ce point? S'il n'y a pas de questions, je le vois. Est-ce qu'il y a des observations? Il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Jean-Christophe Ménard, il s'agit de délibérer sur le droit de présentation d'un successeur en cas de cessation du fonds de commerce sur le marché des faux argent. Oui, c'est très bien. Effectivement, dans la révision et dans le cadre de la relecture du marché et de la loi, il nous est. On a laissé passer en fait une date qui était de spécifier l'ancienneté d'un successeur éventuel à un occupant du droit de place sur le marché de Saint-Grégoire. La limite prévue par les textes est de 3 années. Voulant favoriser la reprise de nouveaux commerçants, je vous propose de ramener cette durée de 3 ans à 6 mois, permettant ainsi de faire valoir la présentation d'un nouveau commerce ambulant comme succession, avec tout de même une expérience de 6 mois. Voilà le fait que j'ai là-dessus. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Des débats passionnés? C'est sans regret. Je me vois. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions?
Merci, Mélinée. Jean-Christophe, toujours, cette fois-ci, s'agit d'adapter le tableau de subvention aux associations. Voilà, absolument. Nous avons été sollicités par l'association Théâtre de la Gâterie. Donc, un petit rappel historique, la Gâterie est une association créée en 1996 en partenariat avec la Société du Cougeret et la mairie de Saint-Brégois. Et il maintient pendant la période de confinement ses activités dans les écoles, dans les formats réduits, bien sûr. Et elle souffre de pouvoir exprimer ses ateliers auprès des adultes, mais elle le fait quand même en visioconférence, par ailleurs, les frais d'association restent toujours en activité, et donc ils nous sollicitent pour un reliquat de subvention sur projet de 2020 d'un montant de 1 500 €. Merci, je ne sais pas si ça suscite des questions. S'il n'y a pas de questions, je mets au voix, sachant que le Galon ne prend pas part au vote. Est-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Laetitia, protocole fonctionnel entre l'APIL et la SPL, relatif au centre de vaccination. Donc c'est dans le cadre effectivement la salle de spectacle étant fermée pour contexte sanitaire, il avait été proposé d'utiliser cette salle pour rendre une mission d'intérêt général, à savoir le centre de vaccination. Pour autant, effectivement, la salle a des frais, notamment de fonctionnement, sur les fluides, mais aussi l'entretien. Donc, il est proposé effectivement à la salle de pouvoir refacturer la commune pour l'ensemble de ces frais qu'elle supporte au titre du centre de vaccination et donc de l'ouverture de la salle. Merci. Et sachant que pour autant, les conditions, vous l'avez compris, les conditions de compensation de cette prise en charge par l'État n'est pour l'instant pas définies. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? S'il n'y a pas de questions, je mets au voix, sachant que M. Dumoutet ne prend pas part au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Du coup, je passe la parole à Philippe Schubert pour une rapide présentation, puisque ce formalisme nous est imposé. Je vais présenter le rapport annuel du service public de l'assainissement dans ses éléments principaux. Oui, donc j'en ai déjà présenté l'année dernière, donc c'est juste ce qui s'est passé en 2019. Donc la capacité nominale cumulée des stations d'eau usée est de 574 000 équivalents habitants pour une pollution traitée à 410 000 équivalents habitants. Les faits marquants en 2019, les stations des eaux usées, ça a été l'inauguration de la station de Langan, une station de type friche plantée de roseaux et d'une capacité de 700 équivalents habitants, et celle de début des travaux pour l'extension de celle de Saint-Arnaud, qui est aujourd'hui de 32 000 habitants, équivalents habitants, et qui va passer à 50 000 équivalents habitants. Donc, la production de boue qui est traitée au niveau de la métropole est de 7 817 tonnes, et une production de technosable, c'est le sable qui est retiré des canalisations, qui est de 1489 tonnes. Le taux d'égout évacué selon la filière est conforme à 100%. Par contre, il y a eu quelques points noirs. Il y a eu 6 km sur 100 km qui ont été traités. Et donc, en préventif, il y a eu 984 interventions. En correctif, il y a eu 43 correctifs. Et en curatif, il y en a eu 508. Les linéaires d'opération hydrocurage en régie, il y a eu 130 km de fait. Le nombre de contrôles de raccordement en régie est de 1510
ont été faits, de contrôle, et le linéaire d'inspection télévisuelle en régie a été fait sur 65 km. La performance des stations des eaux usées est à 100%, sauf pour Gaumillier à 83%, Saint-Gilles et l'Heureux à 92%. Saint-Gilles et l'Heureux, il y aura une nouvelle station qui va être faite avec une station de méthanisation, mais qui va être en chantier sans doute à partir de l'année prochaine, mais qui va être mis en service en 2026. Pour l'assainissement non collectif, le nombre d'installations, c'est 9438. Le nombre de contrôles pour le bon fonctionnement lors de vente des maisons, il y en a eu 942. La conception, enfin, le contrôle pour la validation de la conception à la demande des usagers pour des projets de travaux, il y en a eu 260. Et la réalisation, il y en a eu 188. L'indice de mise en œuvre des assainissements non collectifs est 100. Au niveau de la solidarité, il y a des fonds de solidarité qui sont faits au niveau local et au niveau international. Le fonds de solidarité logement, il y a 17 000 € pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement. Un soutien à des projets internationaux qui sont souvent faits par des communes qui sont porteurs de projets. Il y en a 3 dans les pays d'Afrique pour un montant de 16 067 €. C'est souvent des créations d'écoles et puis de la filtration pour la qualité de l'eau dans certains endroits. Et il y a un chèque pour les bénéficiaires des couvertures maladie universelles complémentaires, 15 031 bénéficiaires. Au niveau de ce qui ressort au niveau des stations, il y a eu 11 micropolluants qui ont été découverts, qui sont trouvés, et donc qui sont difficiles à traiter. Donc je peux les citer, mais il y a le zinc, le cuivre, le chrome, le nickel, l'arsenic, le sulfonate de perfluorooctane et l'imadochlorine et l'aminotriazole et puis la nonylphénol. Ce sont souvent des herbicides qu'on peut trouver en agriculture, qui sont aussi utilisés pour les anti-mousses et les peintures de façade. Ce sont des insecticides qu'on trouve aussi en agriculture, mais qui sont aussi utilisés pour traiter les poux et les piques au niveau des chiens et des chats. Et puis, il y a certains contenus dans les différents PVC qu'on retrouve aussi, et des contenus qu'on retrouve dans les peintures et les détergents. Tout ça, ce sont des molécules qu'on trouve dans les micropolluants. Au niveau des effectifs, il y a 167 agents. Le nombre d'accidents qui a eu lieu en 2019, il y en a eu 14. Le taux de fréquence est de 51,3. Le taux de gravité, 1,71. Le taux de présentéisme, 90,2%. Le taux de réclamation par les usagers est de 0,77 pour 1000. Le traitement des réclamations, 80% sont conformes aux objectifs de la Rennes Métropole. Donc maintenant, on passe aux données financières. Donc en étant simple, exploitation, il y a 24 591 000. En investissement, il y a pour 18 902 000. Et le résultat de 11 248 000. Donc voilà, rapidement, si je fais 10 sur l'assainissement, il y a peut-être des questions. Merci Philippe. Une question de Jacques Lévy. Alors, je me trompe peut-être de sujet, mais j'avais souvenir que pour aider les gens de la commune qui avaient du mal à mettre à niveau leur système d'épuration, on avait mis en place quelque chose. C'est toujours l'actualité ou pas? Non, ça ne me dit rien. C'est en fait ça, on avait ça il y a longtemps en place. Il se trouve que ça c'était avant le transfert de la compétence d'assainissement non collectif. Donc, cette compétence est devenue entièrement métropolitaine et c'est donc la métropole qui met en place un dispositif. Pas de dispositif d'aide en tant que tel, mais en place un dispositif de soutien, de contrôle et d'aide. Merci Philippe pour cette présentation. Bon, globalement, le service de l'assainissement fonctionne plutôt bien, il faut le dire. Le sujet reste quand même globalement la reconquête de la qualité des eaux, dont le service de l'assainissement permet de voir en fait ce qui va, mais il reste encore un grand sujet sur le grand cycle de l'eau, à l'échelle bien plus que métropolitaine d'ailleurs.
Il reste encore du travail à faire là-dessus. C'est surtout au niveau de l'EDR qu'il y a du travail qui est fait pour la qualité de l'eau. L'assainissement, c'est deux choses un peu différentes. Oui, mais c'est dans l'eau de l'assainissement que tu vois ce qui peut se passer en amont, c'est ça que je voulais dire. Oui, En partie. bon. Oui, mais pour la ressource en eau, c'est beaucoup plus large parce que ça, c'est pas agricole. Merci Philippe. Je passe la parole à Jean-Yves, cette fois-ci nous passons des eaux usées aux déchets. Toujours pour l'exercice 2019. Alors, le premier slide, c'est la carte des déchetteries. C'est simplement pour vous indiquer qu'en 2019, il y a eu l'ouverture de la déchetterie de Saint-Jacques-Mivois. Donc, c'est pas grave si on ne la passe pas. Voilà. C'est la seule nouveauté pour 2019. Donc, la politique de la métropole n'a pas changé par rapport aux années passées. C'est bien sûr réduire la production de déchets par des nouvelles pratiques, compost, broyage, la valorisation de la matière pour réduire l'enfouissement, et également mettre en place des nouvelles filières de recyclage. Et en 2019, il y a eu la filière plâtre, qui était extrêmement importante. Ensuite, la valorisation énergétique, c'est la production de chaleur, pour arriver à l'élimination, et on vise là la réduction des déchets ultimes. Sur 2019, il y a eu un certain nombre d'actions, je vais vous les citer en synthèse. Il y a eu 2300 composteurs plastiques de 300 litres qui ont été mis à disposition des particuliers, ce qui aujourd'hui nous amène à un stock de 9000. Il y a eu 31 nouvelles aires de compostage en pied d'immeuble et en lotissement qui ont été installées. Il y a eu 5 nouvelles aires de compostage en restauration collective. Il y a eu également la mise à disposition des broyeurs et des tonneaux de mouching auprès de 18 structures. Il y a eu aussi des opérations de démonstration de broyage, de 55. Une action qu'on a appelée les sapins malins pour récupérer les sapins de Noël, qui ont permis de produire 61 tonnes de broyat, dont un tiers réutilisé par les usagers. Il y a eu également le lancement d'une déchetterie mobile sur Rennes en Rocade, le lancement de locaux pour des encombrants en pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires de Rennes, des opérations de collecte de textiles qui ont rapporté 5 tonnes 3, et également des poursuites d'actions de communication et de sensibilisation vis-à-vis des usagers et aussi surtout des scolaires, du CE2 au CM2, ainsi 4575 scolaires ont été sensibilisés au cours de 332 animations. En termes de quantité de déchets collectés, 2019 est à peu près équivalent à 2018 pour au global atteindre 469 kilos par habitant. Juste pour vous donner une référence, en France, on était, alors c'est la référence 2015, évidemment ça date, de 570 kilos, et plus proche de nous, à Toulouse, ils sont à 483 kilos, et donc dans les autres métropoles, ils sont aussi un peu supérieurs à Rennes, qui a toujours été parmi les métropoles les plus performantes. À l'intérieur, on a quelques distinctions. On voit que les ordures ménagères ont légèrement baissé, de 188 à 183 kg. Par contre, les emballages ont progressé et on est supérieur à la moyenne nationale. Également, on a pour les apports en déchetterie, on a légèrement augmenté, on est à 121 kg, mais globalement, c'est la stabilité vers 469-470 kg par habitant. Que deviennent nos déchets, c'est juste à titre d'information. Le but étant effectivement d'aboutir à une valorisation maximale des déchets que l'on produit. Par rapport au plan national de déchets 2014-2020, il y avait donc un plan qui était extrêmement ambitieux puisqu'il visait à réduire de 10% les déchets ménagers assimilés par habitant en 2020 par rapport à 2010. Alors, la concurrence, évidemment, est un peu faussée puisque les agglos qui étaient déjà de mauvais élèves, faire un effort de 10%, c'est quand même plus facile que les agglos qui étaient parmi les premières et qui ont dû aussi tenter de faire cette baisse de 10%. Si bien qu'on était parti de 485 kg en 2010
Nous sommes en 2019 à 469, donc l'amélioration est de un peu plus de 30%, et on est loin des 437 qu'il faudrait atteindre en 2020. Alors, l'objectif, c'est d'avoir un levier au niveau des végétaux, c'est une des solutions. L'autre également, c'est de créer de nouvelles filières, et notamment, vous verrez que la filière plate a répondu à ces attentes. En matière de recyclage, l'objectif, c'est de recycler 55% des déchets non dangereux et non inertes. Nous étions à 38% en 2010, nous sommes à 43% en 2019. On n'atteindra donc pas les 55%. Et là, il va falloir développer, là aussi, des nouvelles filières de valorisation, notamment vis-à-vis des gravats, des textiles et du verre. En ce qui concerne les déchets mis en décharge, l'objectif était de réduire de 30% en 2020 par rapport à 2010. Là, on voit que Rennes Métropole a parfaitement réussi cet objectif, puisqu'on est passé de 39 kilos par habitant à 9 kilos simplement, uniquement en jouant sur des nouvelles filières, notamment la filière de recyclage du plâtre, qui a été réalisée en 2019. Autre objectif du plan national de déchets, c'est par rapport donc au seuil de performance énergétique des unités de valorisation de l'énergie. À Rennes, nous étions en 2012 donc à 76% de seuil de performance. L'objectif du plan national était à 60%, donc on était déjà bien au-dessus. Nous sommes en 2019 à 90%. C'est-à-dire qu'en dessous de 60%, votre installation n'est qu'un site d'incinération, alors qu'au-delà, vous avez donc un seuil de valorisation de l'énergie. Donc l'UVE de Rennes, d'ailleurs, va faire l'objet de travaux importants dans les années qui viennent sur le site de Villejean. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on voit que par rapport à 2018, le poste déchetterie a augmenté de 2,2 millions du fait de la création de la filière plâtre, des nouveaux services de déchetterie mobile et de l'ouverture du centre de Saint-Jacques-de-Bois, et également une hausse de l'indice du prix des transports. Sur les recettes de fonctionnement, la recette principale, c'est bien sûr la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, qui a augmenté de 3% en 2018, de même que les soutiens financiers et économiques de 14%. Mais bon, ces aides et ces soutiens financiers varient d'une année sur l'autre en fonction des dates de versement. En 2018, on a été pénalisé. En 2019, on a bénéficié donc d'un versement à bonne date. Autre également accroissement des recettes, c'est la vente de matières qui a dégagé 350 000 € supplémentaires. Si l'on regarde l'évolution des dépenses de fonctionnement et des recettes de TOM, on s'aperçoit que globalement, depuis 6 ans, il y a donc le même écart entre les deux. On voit que d'une année sur deux, on a une augmentation des dépenses et ensuite une phase de plateau. Donc là, en 2019, on a eu une augmentation des dépenses et on verra, il faudra être attentif de voir si en 2020, nous sommes sur un plateau ou si cette tendance à la hausse se poursuit. Sur le coût à l'habitant et à la tonne, ça c'est des calculs qui sont faits suivant la méthode de compte à coût mise au point par l'ADEME et qui permet de comparer les collectivités entre elles. On s'aperçoit que sur le coût complet à l'habitant, à Rennes Métropole, nous étions donc en 2019 à 102 € pour 113 € sur le plan national, mais toujours avec ce décalage de 2014. Alors le coût complet, c'est l'ensemble des coûts des différents flux des déchets. Si l'on passe au coût de revient à l'habitant, là il faut défalquer les aides et les recettes perçues. On s'aperçoit que également sur ce plan-là, Rennes Métropole est plus performant puisque on a un coût de revient de 71 € contre 93 sur la France et 81 au niveau de la Bretagne. Concernant les coûts complets à la tonne, là, on voit qu'on est au-dessus, à 218 €
de la moyenne nationale de 212, toujours en 2014, tout simplement puisque cette augmentation de 12% provient de la mise en place de la nouvelle filière plate, la prestation de déchetterie mobile et l'investissement de la déchetterie de Saint-Jacques. Et si l'on regarde le coût de revient à la tonne, malgré une baisse des aides, on s'aperçoit que, à nouveau, Rennes Métropole est plus performante que le reste du territoire, puisqu'on est à 150 € contre 174. Au niveau de l'évolution des coûts de revient, eh bien, vous avez la traduction, on est quasiment toujours dans le même écart, et place Rennes Métropole parmi les métropoles les plus performantes sur ce sujet. Alors, il reste un point sur sur l'évolution des coûts de revient par habitant. Bon, c'est la traduction, si vous voulez, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, par filière, environ ménagère, recyclable, verre et déchetterie. Alors ça, c'est effectivement ce que vous attendez tous, qui est illisible, évidemment, comme tous les ans. C'est simplement la statistique par commune. Alors certains attendent ça avec impatience. On avait émis, nous, on avait des interrogations par le passé, notamment sur une commune que je vais quand même citer, qui est Saint-Armel, en matière de déchets de verre à l'habitant. On était à 116 pour une moyenne métropolitaine de 36. Donc c'est une fois pas plus, on parle de déchets. Donc il y avait celle-ci, on a la même chose à Becherel, où on est aussi sur des niveaux donc très importants et de façon anormale. Puisque Saint-Grégoire est à 36, Béton est à 43. Et on a un autre phénomène qu'on trouve dans les emballages, là c'est le cas de Saint-Sulpice-la-Forêt, qui depuis 4 ans augmente sensiblement ses déchets et dépasse donc Saint-Grégoire. Alors, il faut vous dire, c'est dans le rapport, vous pouvez le vérifier, Rennes Métropole, la page 42 de ce rapport, nous précise une chose qui est quand même extrêmement importante et qui empêche toute interprétation de ces chiffres, puisque les professionnels sont responsables de l'élimination des déchets. Toutefois, Rennes Métropole peut prendre en charge leurs déchets assimilables aux déchets ménagers jusqu'à 10 000 litres par semaine. La collecte est alors assurée comme celle des déchets ménagers et ce service est soumis à l'application d'une redevance spéciale complémentaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce qui veut dire, dans une commune comme Saint-Grégoire, où on a des centaines de professionnels, on ne peut plus faire le distinguo entre les déchets professionnels et ménagers. Ce qu'il faut, c'est évidemment toutes ces statistiques. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, nous avons une autre disposition qui est toujours dans ce rapport et qui se situe juste au-dessus de ce tableau et qui vous indique la chose suivante. Alors, je peux vous dire que c'est pire que les contrats d'assurance, pour vous dire. Les données du collecteur n'ayant pas la qualité requise, il a été décidé de ne plus distinguer dans cette page les déchets des professionnels de ceux des ménages. Donc là, c'est clair. Donc, on ne peut pas donc essayer de se comparer. Autre élément de distorsion, on indique maintenant que pour les déchets d'emballage et de verre, lorsque vous les portez, je prends l'exemple, vous les portez à Béton, à la déchetterie, ces verres et ces emballages sont décomptés dans la commune dans laquelle se situe la déchetterie. Donc, c'est double peine. Donc, c'est pour ça ça fait toujours sourire tous les ans d'avoir ces chiffres. Alors, ce qu'il faut quand même, alors Rennes Métropole a dit qu'il faut interpréter de façon extrêmement prudente toutes ces données. Ils ont raison de le préciser. Simplement, ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'évolution dans chaque commune avec cette source d'incertitude. Donc, pour Saint-Grégoire, sur les ordures ménagères par habitant, nous sommes effectivement donc au-delà de la moyenne qui est de 183 kg par habitant, nous sommes à 210, mais il faut mettre en avant le poids des professionnels sur notre commune, et notamment en matière de restauration. Sur les emballages par habitant, nous sommes là aussi, nous sommes à 58 kg
par habitant, et on s'améliore, puisqu'on était à 62 l'année passée, et que la moyenne de la métropole est de 53. Et en ce qui concerne les kilos de verre par habitant, là nous sommes exactement dans la plaque, puisque nous sommes à 36 kilos par habitant, c'est-à-dire la moyenne métropolitaine. Voilà le rapport de Rennes Métropole pour 2019. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en question complète? Je précise simplement que la métropole a soumis au vote du conseil métropolitain les 15 jours de 3 semaines le vote de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui sera applicable cette année, qui va se traduire pour les grégoriens et les grégoriennes par une augmentation. Cette augmentation, elle n'est pas liée aux besoins de financement du service à date, mais elle est liée au souhait de la métropole d'avoir unifié les taux applicables dans l'ensemble de la métropole, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors et qui va donc se traduire pour un certain nombre de communes, dont Saint-Grégoire, par une hausse de l'imposition aux taxes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, pour représentant la métropole, on considère que ce n'est pas le bon tempo pour le faire, d'autant qu'un changement de taxation et de système de taxation est envisagé l'année prochaine, ou dans 2 ans, et que ça va à nouveau rebattre les cartes, on pourrait agir sur le taux, alors même qu'on s'interrogeait sur l'outil de taxation lui-même, n'était pas totalement pertinent. Voilà. Je tenais à le signaler aux grégoriens et aux manuels qui ne manqueront pas de nous faire remarquer. Donc, comme ça, l'information est passée. Sachant que, je rappelle quand même, pour être tout à fait juste dans la présentation, que le taux avait baissé il y a quelques années de manière assez significative, et pour être tout à fait clair aussi, ça réaugmentera dans les années à venir de manière beaucoup plus substantielle, puisque le budget des ordures ménagères, des déchets ménagers, devra faire face au financement de la reconstruction, du four de Villejean, de l'UVE de Villejean, et pendant la période de travaux, qui va se solder par un arrêt d'incinérateur, l'usine, pardon, c'est pas que l'incinérateur, l'usine de retraitement et de valorisation, un certain nombre des déchets de la métropole vont être transférés dans d'autres unités, ce qui va avoir un coût extrêmement élevé en termes de transport, qui va nous conduire le budget des déchets à supporter des charges d'exploitation beaucoup nettement supérieures. Il faudra financer donc par de la redevance ou la taxe. Voilà, donc il y avait une baisse il y a quelques années, je crois peut-être 2009 ou 2010 si ma mémoire est bonne. Une petite augmentation cette année, un petit oui, ça va quelques dizaines d'euros à peine sur le. Mais par contre, il faut s'attendre effectivement à une probable progression à nouveau. Et également, on voit que sur les autres syndicats qui entourent Rennes Métropole, il y a maintenant des parts incitatives pour réduire les déchets. Et on a soit à la carte, si on peut dire, vous choisissez vos passages, 1 semaine, 2 semaines ou tous les 3 semaines, et ça varie de 198 € le passage toutes les semaines à 58 pour un passage toutes les 3 semaines. Et autrement, vous avez un autre syndicat qui, lui, a limité le nombre de passages. Et donc, si quand vous arrivez au maximum, il est tentant pour certains d'aller déposer ces déchets, je dirais, ailleurs. Merci. Cette réflexion est par ailleurs enclenchée à métropole, qui est plus complexe en d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport annuel? S'il n'y a pas de questions, je passe, c'est une prise d'acte, il n'y a pas de vote, c'est une information et une prise d'acte. Au début du conseil, j'ai oublié de vous faire approuver le compte rendu du conseil précédent. Dans le jour, est-ce que il doit passer pour signature? Est-ce que ce compte rendu fait l'objet d'observation? S'il n'y a pas d'observation, je le mets aux voix. Les lignes d'opposition, des abstentions, merci. Et par ailleurs, je vous ai fait part des arrêtés que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal. Ces arrêtés, ce sont des arrêtés de non-préemption, de concession de terrain dans les cimetières, une convention précaire d'occupation pour l'association TAPGA et des concessions des cimetières. Je pose des questions sur ces arrêtés, les conseils prennent acte. Je vous remercie. La séance du conseil municipal est levée. J'ai des observations et des questions diverses.
Eh bien, s'il n'y en a pas, je vous remercie. Je remercie les Grégoriens qui se sont éventuellement, nous ont éventuellement regardé sur les réseaux sociaux. La séance du conseil est levée. Je vous propose, chers collègues, que vous marquiez quelques minutes de pause avant de vous retrouver en réunion de majorité municipale. Je vous remercie.